Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on est toujours tellement heureux de vous retrouver le samedi matin. Mais êtes-vous caché, l'ami Jean-Luc? Où êtes-vous? Bonjour. Non, je suis à la même place que d'habitude. On a la caméra qui bug dès le matin, nous. Ouais, voilà. Coucou, voilà. C'est moi. Alors, par contre, comment... Bon, à la radio, le coucou, ça marche moins bien. Mais ça, coucou, c'est moi. C'était surtout à la télévision. Ouais. C'était une émission, d'ailleurs. Non, on est coucou, effectivement... C'était coucou, c'est nous. On est deux, c'est normal. Oui. Bonjour, Dame Laurence, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et qui nous regardent, d'ailleurs. Oui, pourquoi est-ce qu'on parle de caméra? Parce que vous pouvez nous joindre dès maintenant sur la page Facebook de Sud Radio, où vous suivrez évidemment l'émission, qui est aussi regardable en replay total sur la page YouTube de Sud Radio. Comment ça va ce matin? Écoutez, ça va bien. Il fait pas trop mauvais, il fait frais, mais tout va bien. C'est gentil d'être venu avec un gros gâteau. Ah, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi, d'ailleurs, c'est écrit là. Je crois que c'est un anniversaire. Et je vais vous raconter un peu ma vie, parce qu'en fait, les 35 ans du Suzuki Vitara, je crois que j'ai été un des premiers à rouler avec le Vitara, et j'ai roulé pendant très longtemps en Vitara. C'est trop bien. Alors, pourquoi on commence par un gâteau? Évidemment, c'est pour l'anniversaire de ce véhicule Suzuki, et on a eu la surprise de nous voir livrer ce magnifique succès. C'est ainsi le nom de ce gâteau. Ah, je pensais que c'est un gâteau japonais, le fameux Aligato. Vous l'avez remarqué, il est en forme, notre Jean-Luc. Ça commence fort. Alors évidemment, on va le déguster pendant l'émission, mais pas la bouche pleine. Vous inquiétez pas, on va pas parler. Et vous qui nous suivez sur Sud Radio, quelque part, ce sera un peu virtuel. On partagera avec vous. Allez, au programme de notre rendez-vous. Un programme riche, comme d'habitude d'ailleurs. On parlera de ces fameux engins de déplacement personnel motorisés, là, dans lesquels on met les trottinettes et plein d'autres choses. La réglementation a changé depuis un mois. Enfin, un peu moins d'un mois. Qu'est-ce qui a changé? Tiens, on verra ça. On fera un point complet. On va parler de quelque chose qui n'a pas encore changé, mais qui va changer. C'est le bonus écologique. Alors, est-ce qu'il faut encore mettre écologique derrière? On en discutera tout à l'heure, mais a priori, beaucoup de véhicules électriques qui viennent d'Asie, je ne dis pas simplement de Chine, ne toucheront plus le bonus. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, on parlait d'anniversaire. Il en est un qui est un peu différent. Ce sera l'anniversaire des 33 ans publicitaires de Clio. Oui, si je vous dis trop cher mon fils, ou si je vous dis elle a tout d'une grande. Bon, tous ceux... alors évidemment, c'est quelque chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Si, ceux qui s'intéressent voilà, un peu. Mais tous ceux qui sont un petit peu plus âgés se souviennent parfaitement de ces pubs Clio qui ont vraiment marqué leur époque. Clio, la voiture la plus vendue de Renault de toute l'histoire. C'est vrai. Et puis on fera un point aussi sur les villes les plus chères en termes de stationnement. Et là, ça va faire mal. Ouais, la plus chère de toutes est loin devant. Fallait pas le dire. Fallait garder un suspense. J'aurais dit ça commence par un P, ça finit par un S. Vous savez pourquoi je sais Paris? Parce que moi, j'ai payé mon stationnement quand je suis allé chez mon coiffeur dans le 6e arrondissement. J'ai dépassé d'une demi-heure sur PayPal. J'ai oublié de faire la demi-heure de plus. 75 €. Exactement, monsieur. 75 €. Le forfait post-stationnement, 75 € à Paris. C'est du vol. Il n'y a pas d'autre mot. C'est du racket. Et chez vous, d'ailleurs, c'est comment? Est-ce que vous payez cher? Appelez-nous pour nous raconter combien vous payez en stationnement au 0826 300 300. Allez, il y aura l'essai de la semaine et il y aura vous, évidemment. 0826 300 300. Vous nous rejoignez dès maintenant pour poser vos questions à l'ami Jean-Luc, pour participer à cette émission. Et puis, évidemment, vous restez avec nous jusqu'à 13h. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et on va tout de suite commencer avec ce qui a changé dans la réglementation sur les engins de déplacement personnel motorisés. On appelle ça des EDPM. Et c'est Céline Kastner, directrice juridique. Non, on a Marie-Stella de Jésus-André avec nous. Ah, ça a changé. Oui, ça a changé, mais parce que vous aviez l'ancien, voilà. C'est celui qu'on vient de m'envoyer. Bonjour. Vous êtes gentil. Bonjour Marie-Stella. Bonjour. Bon, alors il y a un décret du 1er septembre qui modifie la réglementation, qui est un petit peu passé inaperçu. D'ailleurs, si vous n'aviez pas écrit un article sur Mobilité Club de France. Alors, précisons Mobilité Club de France, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est quoi? C'était quoi avant? Parce que vous avez changé de nom. Oui, c'est Automobile Club Association. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a tellement de sujets en termes de mobilité qu'il nous paraissait évident, nous aussi finalement, de progresser vers ce nom qui nous paraît une évidence. Bon, d'accord. Alors, les fameuses EDPM, il y a une catégorie qu'on connaît particulièrement, c'est les trottinettes. Donc, depuis la rentrée scolaire, le déplacement en trottinette électrique est interdit à ceux qui ont moins de 14 ans. C'est nouveau, ça?
Et puis, alors, merci d'avoir lu mon article, du coup. Bah oui. Oui, depuis le 1er septembre. Après, on l'attendait quand même depuis un certain temps, sur relèvement de l'âge à 14 ans. Et puis, il s'explique simplement parce que il est vrai qu'à partir de 12 ans, on n'est pas forcément encore très mature et on repousse l'âge parce qu'on a quand même un engin entre les mains qui peut aller jusqu'à 25 km/h. Et qui peut être. Oui, il y en a. On avait fait venir c'était pas un fabricant, mais un revendeur de ces engins-là qui nous disait, il y a même des modèles qui vont jusqu'à 110 km/h. Donc, quand on dit 25. Cette semaine, il y a un jeune homme de 13 ans qui est tombé avec sa trottinette et qui a fait un roulé-boulé exceptionnel. Et je peux vous dire qu'heureusement qu'il avait un casque, mais il était arraché de partout, le gamin. Ça peut être très dangereux, en fait. C'est bien ça le souci, en fait. C'est que d'une part, on a quand même déjà, il y a un bridage qui est censé être fait à 25 km/h au passage. Donc les 110 km/h, on est déjà hors norme et on est déjà dans l'illégalité. Mais en plus de ça, c'est vrai ça fait partie quand même des personnes vulnérables sur la route. Donc ce sont les usagers de la route qui sont particulièrement en danger en cas de choc. Et pour les trottinettes, le problème n'est pas forcément un choc contre voiture. Les trottinettes peuvent chuter sur un trottoir. Dans un trou sur la chaussée, parce que quand on voit l'état des routes et même l'état des rues à Paris, on peut très bien tomber dans un trou et se faire très mal. Voilà. Parce qu'elles ont des petits trous, c'est ça le problème. C'est tout à fait. Des petits trous, petits trous, toujours des petits... Pardon. En tout cas, repousser l'âge, c'était une évidence. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même... vous disiez, il était totalement arraché du fait de l'accident. Ça reste quand même des choses en progrès. Vivement qu'on ait un casque obligatoire, vivement qu'il y ait quelques équipements qui permettent d'éviter qu'on soit totalement en lambeaux quand on se rate avec la trottinette électrique. Oui. Puis alors les trottinettes avec 2, 3, j'ai vu 3. Moi, j'ai vu le maximum que j'ai vu, c'est 3 personnes dessus. Terminé, ça aussi, normalement. Mais la réglementation l'interdisait déjà. Mais là, il y a un renforcement des sanctions. C'est ça, mais je pense qu'en fait, le souci, si vous voulez, c'est toujours pareil. On a d'abord la technologie qui avance, et puis effectivement, on va faire des petits essais, etc. Et après, la législation progresse, mais on se rend compte que c'est pas suffisant. Une amende à 35 €, ça sensibilise de toute évidence pas assez. La trottinette électrique n'est pas faite pour 2 personnes, simplement parce qu'en termes de stabilité, elle n'a pas été prévue. Et puis en termes de freinage. Exactement. Donc tout a été équilibré pour une personne. Le jour où effectivement ça progressera et qu'on autorisera ça pour 2 personnes, eh bien la trottinette aura une autre allure, tout simplement. Mais pour le moment, elle n'est pas faite pour ça. Donc on renforce les sanctions pénales simplement pour vraiment sensibiliser encore plus la personne en disant non, là ça va vous coûter 135 € si vous êtes 2 dessus. 135, mais il y a beaucoup d'amendes qui sont dressées. Moi, j'ai pas le sentiment qu'on les arrête beaucoup, les gens qui sont 2 ou 3 sur une trottinette. Pour l'instant, en tout cas, le texte est récent. Donc, je dirais que les forces de police ont en tout cas les armes pour pouvoir les armes juridiques, oui. Exactement. Après, la mise en pratique, la sensibilisation, tout ça, ça va se faire forcément dans un second temps. Bon. Il y a aussi des voies qui normalement sont interdites à ces engins. Alors moi j'ai vu sur le périphérique une trottinette électrique. Alors, il n'y a pas que Paris. Il roulait plus vite que les voitures, donc à la limite quelque part. Non, mais ça c'est du vécu, donc je peux vous en parler. Je pense que c'est partout pareil, sur les. Oui, bien sûr. À Bordeaux, à Strasbourg. J'en ai vu sur la 15, à contresens sur la bande d'arrêt d'urgence une fois. Donc voilà. c'est bon. Là, qu'est-ce qui se passe là ? Pour moi, c'est toute l'utilité des formations. Encore une fois, on met des engins à disposition de tout le monde sans leur expliquer où est-ce qu'ils ont le droit de rouler. Ça explique forcément l'usage un petit peu sauvage qu'on voit partout. Alors, Marie-Stella, j'ai une vraie question. Quand il y a une piste cyclable, est-ce qu'ils sont obligés de rouler sur la piste cyclable ? Théoriquement, la piste cyclable, c'est la base. C'est-à-dire, s'il y en a une, ils doivent l'emprunter. Et seulement si il n'y en a pas, si effectivement la configuration des lieux ne prévoit pas une piste cyclable ou une bande cyclable, dans ce cas-là, effectivement, on les autorise à rouler sur les routes à moins de 50, dans les zones de rencontre, les zones 30. Donc on est d'accord que dans Paris, typiquement sur les quais où il y a une piste cyclable, la trottinette qui est sur la rue, elle n'a rien à faire là. Non, elle n'a rien à faire là, et donc elle doit être dans le sens de la circulation, sur sa piste cyclable. Mais là encore, est-ce qu'un usager de trottinette est au courant ?
Il y a autre chose, moi, j'ai l'impression qu'on est un peu moraliste ce matin, et je vais m'inscrire en faux par rapport à ça, parce que on est, nous, d'une certaine maturité. Donc on a une espèce de bon sens qui est arrivé avec une espèce de sagesse due à l'âge. Quand on avait 15 ans, qu'on avait les mobylettes, moi j'ai fait de la mobylette sans permis, sans rien, sans quoi, à 13 ans, 14 ans, 15 ans dans les campagnes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas la conscience des dangers. Il y a aussi cette réalité qu'il faut savoir prendre en compte. Moi, quand je faisais de la mobylette, je savais que j'avais pas le droit d'aller sur l'autoroute. Oui, non, mais je te parle pas que de l'autoroute, je parle aussi des pistes, je parle aussi de ce que font un peu des jeunes qui peuvent être un peu fous. Et on était comme ça avant. Et je veux dire, il n'y a pas que des jeunes sur les trottinettes électriques, attention. Je suis d'accord, c'est pas ce que j'ai dit, Jean-Luc. Mais une partie de la population est également très jeune. Je peux comprendre, mais là encore, il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire, on met en place des règles de circulation qui sont quand même principalement à objectif sécurité routière, c'est-à-dire sauver la vie de certaines personnes. Je ne dis pas le contraire, attention. On sait que les trottinettes, c'est vraiment des engins très accidentogènes avec des conséquences neurologiques principalement quand vous prenez un trottoir. Je pense qu'il faut une réglementation, donc même si on est un peu moraliste, elle est nécessaire. Et ensuite, c'est de la formation pour compléter votre propos, c'est-à-dire les adultes ont possibilité de s'informer, etc., de prendre les informations, de conduire avec une certaine sagesse due à leur âge, comme vous disiez. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Concernant les enfants, la population, donc on va dire à partir de 14 ans, n'est-ce pas, puisqu'ils ne sont pas accessibles avant. Pour ça, il faut des formations et il faut leur donner la possibilité d'y avoir accès pour effectivement qu'ils ne se mettent pas en faux au moment où ils vont l'utiliser. Je suis d'accord avec vous. Il y a Kéma qui dit comment moi, en particulier, je dois savoir que la réglementation a changé. Est-ce que ça va être communiqué parce qu'on en parle, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Inscrivez-vous à l'Automobile Club ou à Mobilité Club France. Les infos, vous les avez. Nous, on prévoit ce type de formation, c'est-à-dire on a tout à fait conscience que c'est pas fait. Pour l'instant, c'est pas obligatoire à ce niveau-là. Ces formations, elles existent. Il faut se renseigner pour savoir quelles sont les associations, quels sont les organismes qui organisent ce type de formation ou d'information, parce qu'elles sont cruciales. Aujourd'hui, avec Internet, on peut arriver à trouver ces informations, même sur les sites légaux où on est sûr de la véracité des informations. Vous verrez c'est ça, la sécurité routière, c'est de très bons documents aussi qui permettent de s'informer. Le tout, c'est comment cette information arrive jusqu'aux enfants qui sont effectivement moins sujets à s'informer d'eux-mêmes. Marie-Stella, je résume rapidement. Plus de trottinettes électriques en dessous de 14 ans, une seule personne, sinon 135 € d'amende, et on circule sur les voies autorisées, c'est-à-dire pas sur le trottoir, pas sur le périphérique, pas sur l'autoroute, pas sur les rues quand il y a une voie dédiée au vélo, c'est-à-dire une piste cyclable. Sinon, alors là, c'est passé de 2e à 4e classe. C'est 135 € aussi. Donc ça commence à devenir cher de ne pas rouler où il faut. Et sur les secteurs où il y a tout ça. Parce qu'il y a plein de villes en France où il n'y a pas encore les petits villages, etc., où il n'y a pas tout ça. Donc je pense, moi, c'est surtout la prudence et le rôle des parents. Et le rôle des tuteurs, on va dire, ce qu'on appelle les tuteurs, les parents, de prévenir et d'aider les jeunes, et puis évidemment les plus anciens aussi, à faire attention, quoi. Tout à fait. J'en profite quand même pour vous dire que c'était pas dans la réglementation du 1er septembre, mais sachez quand même que les sas vélos qui sont mis devant les feux sont aussi dédiés pour les trottinettes électriques, pour les mettre en sécurité. Alors là, j'adore quand vous parlez de ça, parce que toute ma vie, je n'ai jamais vu un vélo arrêté dans un sas vélo, puisqu'il ne s'arrête pas au feu rouge. Donc d'avoir fait des sas vélos, ça sert à rien. Franchement, je n'ai jamais vu un vélo arrêté dedans, jamais. Alors moi j'en ai vu, mais je veux bien croire que c'est pas forcément... Ils avaient crevé. Moi, je vois souvent des voitures, par contre, dans les sas vélos. Évidemment, évidemment, et on peut être verbalisé. C'est ça qui est complètement incroyable, c'est que c'est absolument inutile. Mais par contre, on est verbalisé si on s'arrête dedans. Est-ce que c'est inutile ou est-ce que, encore une fois, ce qui manque, c'est juste des sanctions pour les cyclistes, effectivement, qui font des feux rouges, des feux verts? Un policier à chaque feu rouge, ça va coûter un peu cher. C'est vrai, c'est ça. Marie-Stella de Jésus-André, merci. Oui, on aura l'occasion d'en reparler bientôt, je pense. Et avec plaisir de vous accueillir en studio, d'ailleurs. Directrice du service juridique de Mobilité Club de France. Très bien, monsieur. Attention. À bientôt. À bientôt. Alors, en tout cas, vous avez un vélo, une trottinette, une petite mobilette, quoi que ce soit, soyez prudents. Ça vaut le coup de faire attention à sa vie et à celle des autres. Allez, à suivre votre première question au 0826 300 300. On va accueillir normalement Audrey qui attend au standard juste avant l'essai de la semaine avec une Honda. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on va avoir dans quelques instants l'essai de la semaine avec une Honda i
NY1. Comment on dit ça? Non, mais vous attendrez l'essai pour le savoir. Mais c'est vrai qu'on a là, ils ont fait simple, ils ont choisi un nom vraiment que tout le monde va pouvoir prononcer. Alors, nous devions avoir Audrey au téléphone au 0826 300 300. Ça a raccroché, on n'arrive pas à la joindre, donc on soupçonne une panne de batterie. Donc, comme Audrey a eu la gentillesse de nous offrir sa question par mail au départ, elle nous a écrit sur jeparticipe@sudradio.fr. J'ai donc moi la question, donc tout va bien. Je vais vous poser la question de Audrey. Donc, si vous écrivez comme Audrey, jeparticipe@sudradio.fr, vous mettez On parle auto dans l'objet et toutes vos coordonnées en plus de votre question. Audrey, écrivez la chose suivante. Je possède un véhicule 308 Peugeot qui consomme de l'AdBlue. J'ai effectué la révision complète de mon véhicule avant mon départ en vacances le 2 juin 2023. Le 23/8/2023, mon voyant AdBlue s'allume, accompagné d'un message « Démarrage interdit dans 2400 km ». En rentrant, je vais chez mon garagiste concession Peugeot qui me dit qu'il faut faire un diagnostic, mais que de toute façon, si c'est un problème et qu'il faut refaire le circuit de charge avec la pompe, la moitié serait pris en charge par Peugeot car il y a une histoire de malfaçon. Je n'ai pas très bien compris, nous dit-elle. Bref, il me restera la moitié à ma charge. Pouvez-vous m'aider à comprendre le sujet et la conduite que je dois tenir à ce concessionnaire qui ne répond pas à mon questionnement? Voilà, et elle ne répond pas au téléphone, Audrey, donc on ne répondra pas à sa question. Si, non, je plaisante, évidemment. Et je vais vous reprendre votre morceau de gâteau, vous, si vous êtes pas sage. Ouais, j'ai à peine commencé à y goûter, il est très très bon. Ouais. D'ailleurs, je salive. J'ai essayé de ne pas baver sur le micro. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est parce que Vitara fête ses 35 ans, on nous a envoyé un joli gâteau. Voilà. Donc, le problème d'AdBlue, il va concerner tous les diesels commercialisés avec la norme Euro 6. Donc tous les diesels, on va dire modernes, pour faire simple. C'est un additif qui permet de réduire les émissions d'oxyde d'azote. Voilà. Le problème de cet additif, on l'a évoqué ici avec le fabricant de l'additif, c'est qu'il cristallise. Donc il cristallise à haute température et il cristallise à basse température. Autant dire qu'il y a peu de moments dans l'année où on est à peu près tranquille. Et quand il a cristallisé, eh bien, ça bouche les injecteurs, ça bouche les réservoirs. Enfin bref, les constructeurs sont obligés en général de changer le système. Il y a quand même une solution qu'on a évoquée aussi plusieurs fois. C'est en préventif et c'est pas à faire en option, c'est à faire obligatoirement. En préventif, à chaque fois que vous mettez de l'AdBlue dans votre réservoir d'AdBlue, vous rajoutez cet additif qui empêchera la cristallisation et donc qui empêchera la panne. Ça, c'est obligatoire. Okay. Tous ceux qui nous écoutent, qui ont une voiture diesel avec un réservoir d'AdBlue, c'est un petit bouchon bleu qu'il y a en général dans la même trappe à carburant, dans la trappe à carburant, achetez, alors c'est pas très cher, hein, mais achetez cet additif, c'est la seule solution pour ne pas tomber en panne. Maintenant, si votre système vous indique, attention, dans 2400 km, parce que qu'est-ce qui se passe, pardon. C'est le gâteau, ça. C'est le gâteau. C'est le gâteau. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'AdBlue? C'est parce que je suis allé un peu vite, j'avais raccourci. Eh bien, le moteur ne démarrera pas, hein, puisque le système de dépollution est inefficace, et donc, par construction, le véhicule n'acceptera pas de démarrer. Il y a des systèmes qui permettent de shunter tout ça, c'est totalement illégal, c'est totalement immoral, mais on peut les trouver sur Internet. Mais la meilleure solution, ça reste quand même d'utiliser cet additif qui vous évitera la panne. Si vous avez un problème, essayez l'additif à plus forte dose qui peut résoudre le problème. Je dis qui peut, parce que dans certains cas, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que de changer le système. Alors, quand on en est au point où il faut changer le système, donc déjà, là, dans le cas de Audrey, qu'elle essaye l'additif à haute dose pour voir si ça règle le problème. On va dire dans 50% des cas, ça va le régler sans avoir besoin de rien changer. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus économique. Maintenant, après, si Peugeot est obligé de lui changer son système AdBlue, ça coûte quand même, suivant les modèles, entre 1500 et 2000 euros, donc c'est pas du tout négligeable. C'est du cas par cas. D'accord. Ah, c'est des fenêtres, ça, normalement ? Ouais, c'est ça. C'est du cas par cas. Donc, ils vont prendre les mesures et puis ils vous mettront du double vitrage. Mais non, en fait, ils vont étudier votre cas. Est-ce que la voiture a bien été entretenue dans le réseau ? Si c'est pas le cas, hein, si même une seule fois vous êtes échappé du réseau, ils se serviront de ça pour vous dire. Oui. Écoutez, justement à ce moment-là, tiens, il y avait une mise à jour, vous l'avez pas eu, c'est pour ça que vous êtes en panne. Donc, ils étudient au cas par cas. En toute logique, la réglementation les obligerait à prendre 100%. Ouais. Donc, il faut demander 100%. D'accord.
Ensuite, après, ce sera une négociation de marchand de tapis. En général, ils prennent la moitié. Ouais. Mais dès le départ, faut montrer les crocs. Bon, c'est un vrai souci. Hein. Alors, quelque part, les constructeurs aussi sont un peu victimes de cet additif. Mais c'est au final, comme toujours d'ailleurs, l'automobiliste qui paye les pots cassés. Et non pas les pots d'échappement. Allez, c'est terminé pour cette question. On s'en échappe d'ailleurs. Dans quelques instants, on va faire l'essai de la semaine avec la Honda. Un essai d'ailleurs complet que vous pourrez retrouver sur la page YouTube de Sud Radio. Et vous êtes nombreux avec nous. Et si vous voulez rigoler, vous restez avec nous parce que Laurence va nous prononcer le nom du véhicule en question, et je pense que ça va déjà prendre 5 bonnes minutes. Honda i9 One. Ouais, non, c'est pas du tout ça. C'est pas ça. Voilà. Bon, je vais. Le ridicule ne tourne pas. Je vais rester avec vous. J'ai essayé. Allez, à suivre sur Sud Radio, l'essai de la semaine, et puis vous au 0826 300 300. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions à poser ou même tout autre avis à partager. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Et avant midi, nous allons vous proposer d'en savoir plus sur le bonus 2024. Qu'est-ce qui va changer véritablement? Ça, c'est le sucre glace du gâteau offert par Suzuki pour les 35 ans de Vitara qui est en train de passer dans la gorge de Jean-Luc. Bonus 2024, qu'est-ce qui va changer? Ce sera dans quelques minutes. Mais maintenant, c'est l'essai de la semaine. L'ami Jean-Luc va prendre le volant d'une voiture qui s'appelle la Honda. Vous retrouverez l'essai complet sur la page YouTube de Sud Radio. Alors j'essaye. Honda i. Pour ceux qui ont la vidéo, ils voient déjà ce qui reste du gâteau. C'est Laurence qui a mangé tout ce qui manque. C'est pas vrai, on est toute une équipe. Ensuite, les autres verront le nom de la voiture écrit. Je vous l'épelle parce qu'à la radio, c'est un E, 2 points, un N, un Y et un 1. Et moi j'ai essayé Honda i9 Non, alors ça se prononce Honda i Anyone en anglais, pour suggérer que ça s'adresse à tout le monde. Exactement. Mais pourquoi Anyone? Vous savez. Parce que I, 2 points, c'est Any. Non, c'est Anyone. Ok, allez-y, parlez-nous de la voiture. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est un SUV compact qui est une version en fait 100% électrique du HR-V. Esthétiquement, il est très proche, si ce n'est la calandre fermée à l'avant, puisque c'est une voiture électrique, et puis des boucliers différents, 4,39 m de long, un peu plus que la version thermique. Et ce qui distingue le modèle électrique du modèle thermique, c'est à l'arrière le nom Honda qui est écrit en toutes lettres et le logo du nom tarabiscoté du modèle i-Anyone qui est sur le coffre. On vient de le voir pour ceux qui ont la vidéo. Un véhicule compact avec un coffre assez logeable, 344 litres. Un espace aux jambes aux places arrière plutôt généreux. En revanche, la garde au toit est limitée à l'arrière par rapport aux versions thermiques. Pourquoi ? Parce que vous avez des batteries dans le plancher. Et le plancher est un peu plus haut. Sous le capot, on soulève, il n'y a rien. Enfin, si, il y a un gros cache. Mais en dessous se cache, il y a un moteur électrique synchrone bobiné qui fait 204 chevaux, 310 Nm de couple, une batterie assez conséquente, 61,9 kWh utile, un traitement moderne à l'intérieur. C'est un véhicule qui a été conçu pour la Chine. C'est pour ça que il cible, on va le dire, allez clairement, il cible les modèles chinois et il cible les modèles américains, Tesla par exemple. Ça explique ce grand écran central de 15 pouces positionné verticalement. Il y a 3 zones distinctes sur l'écran. La partie du bas, c'est la clim. La partie centrale, elle est réservée aux applications. Ça fonctionne en fait comme une tablette. On fait défiler. C'est plutôt pas mal. C'est par là qu'il faut passer pour désactiver les aides à la conduite. Je vais vous en parler à chaque fois qu'on roule. La partie du haut est réservée à la navigation. C'est un véhicule qui montre une très grande douceur de conduite. C'est sa première qualité. Le moteur délivre sa puissance avec régularité. Les suspensions sont, alors, avec un réglage un peu ferme, mais elles sont tout de même confortables. Comme quoi on peut avoir un réglage ferme et du confort. Alors, chose étrange, la récupération d'énergie, elle est réglable avec des palettes au volant, mais vous réglez votre niveau de, on va appeler ça, de frein moteur, et à chaque fois que vous réaccélérez, ça revient au niveau initial. C'est un petit peu bizarre. Il faut passer en mode sport pour que la voiture garde le réglage. Il faudra demander, ça doit être le même gars qui a fait ça que celui qui a donné le nom à la voiture. Bon, c'est rare, mais on entend le sifflement du moteur électrique à bord. C'est la technologie du moteur qui veut ça. Et Honda répond que, comme c'est une voiture électrique, ils ont voulu qu'on entende le moteur électrique. Et ça vous a gêné ou pas ? Non, c'est pas gênant du tout, mais on a un petit sifflement qu'on n'a pas dans les autres véhicules. Alors, cette technologie, en revanche, du moteur synchrone bobiné, permet de piloter
mieux le moteur à haute vitesse, donc de réduire le courant dans le rotor et de diminuer la consommation. À 130 km/h sur l'autoroute, j'ai consommé 16,6 kWh au 100. Franchement, c'est pas mal. Donc l'autonomie pendant l'essai, 400 km, c'est ce que promet Honda. Charge 11 kW en courant alternatif, en courant continu, seulement 78 kW. Alors vous loupez, ceux qui n'ont pas la vidéo ou les réseaux sociaux, loupent Laurence en train de manger une grosse part de gâteau et se mettre... Je vous fais la démonstration en même temps. Hein, donc... Si vous avez l'image juste après, les traces blanches qu'elle a sous le nez, c'est du sucre glace, je tiens à le préciser. Donc on parlait de l'allure de charge. En courant continu, 78 kW. Vous allez dire, mais attendez, c'est n'importe quoi, 118 kW. Mais attendez, c'est n'importe quoi. Voilà, on a des véhicules qui, tout à l'heure que je citais, qui sont à plus de 200 kW. Oui, mais Honda dit, voilà, on a certes un pic de charge qui n'est pas très haut, mais on a une allure de charge qui est constante. Donc on est toujours très près de ces 78 kW, ce qui permet d'avoir des vitesses de charge qui ne sont pas très éloignées de ceux qui chargent très vite et ensuite qui lâchent l'affaire. En plus, ça a été fait pour préserver la durée de vie de la batterie. En termes de finition, alors vous avez vraiment le choix. Hein. Vous avez le choix entre une finition ou une finition. Bon, comme ça au moins c'est simple. Mais en même temps, des fois, quand on a trop le choix, ça tue le choix. Exactement. Là, la version en plus, elle est super équipée. Elle est plutôt jolie. Hein. Elle est proposée, je la trouve plutôt jolie. Elle est proposée à 47 700 €. Vous allez me dire, c'est ballot, à 700 € près, on loupe le bonus écologique puisque c'est limité à 47 000 €. Mais les concessionnaires Honda, dans leur infinie mansuétude, on se demande d'ailleurs pourquoi Honda France l'a pas fait, vous feront une ristourne de 700 €, ce qui vous permettra d'avoir les 5 000 € de réduction de bonus, de réduction. Oui, mais pourquoi ils l'ont pas fait dès le début? Il faudrait se poser la question. Ça va être des histoires de comptabilité, tout ça. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que en fait, ce petit SUV, alors c'est pas le meilleur de sa catégorie, mais il est bien partout, ou il est mauvais nulle part. On va dire ça comme ça. Donc ça peut rester un bon choix pour ceux qui ont envie d'une petite familiale compacte, un petit peu différente de ce qu'on voit rouler sur nos routes. Très bien. Et puis c'est du Honda. Voilà, on va rajouter ça. Oui, ça c'est pas rien, ça parce peut que sécuriser. C'est très solide. Hein. Ouais, au moment où les marques chinoises arrivent chez nous, je dis pas que les Chinois c'est pas fiable. Hein. Je suis juste en train de dire qu'on les connaît pas. Alors que Honda, on connaît la réputation d'Honda et elle n'est pas usurpée. Donc ça peut justifier ce tarif qui finalement n'est pas monstrueux compte tenu de l'équipement et des prestations de la voiture. Bon voilà, et puis en tout cas vous le savez. Hein, c'est moins cher par exemple qu'une Citroën IC4 qu'on essaiera bientôt, qui est vendue au même tarif et qui n'a pas du tout les mêmes prestations. D'accord. Non, puis Honda, on connaît la fiabilité quoi. Bon. À voir si sur l'électrique ça marche aussi bien que sur leur thermique. Oui, parce qu'ils font des voitures électriques et puis des voitures hybrides depuis un petit moment aussi. Tout à fait. Merci beaucoup et je rappelle à tous que vous retrouvez l'essai complet, la vidéo complète, à peu près 10 minutes, sur la page YouTube de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. D'ailleurs, il y a Aouch Adil qui nous dit « Je passe via YouTube pour la vidéo ». Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous faites comme tous ceux qui aiment cette émission et qui vont régulièrement voir ce qui se passe sur YouTube et également toutes les autres émissions de Sud Radio. Et merci car vous êtes particulièrement nombreux, plus de 800 000 à être abonnés à notre page YouTube. Ça nous fait chaud au cœur. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et nous allons tout de suite parler d'environnement avec le bonus 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que voilà, ça va encore changer. Vous voulez que je vous donne le fond de ma pensée? Oh bah oui. Ça va être un beau bordel. Voilà, ça c'est fait. Et j'ai pesé mes mots quand je dis bordel. Aujourd'hui, le bonus écologique, pour l'obtenir avec un véhicule électrique, on vient d'en parler avec cette Honda e-Anyone, il faut que le véhicule ne dépasse pas 47 000 € et ait un poids inférieur à 2400 kg. C'était relativement simple à comprendre. Mais voilà, 40% des bonus aujourd'hui sont attribués à des véhicules chinois. Donc, quelque part, le gouvernement se dit on est en train de subventionner l'envahissement de l'Europe de l'Ouest par les véhicules chinois. C'est peut-être pas une bonne idée, d'autant que les Américains, eux, ont fait preuve de protectionnisme, puisqu'aux États-Unis, le bonus n'est accordé qu'aux véhicules qui sont fabriqués avec des batteries qui sont fabriquées dans le pays.
Donc on ne pouvait pas dire on ne donnera un bonus que aux véhicules fabriqués en Europe. Donc il a fallu trouver un moyen détourné. On a dit c'est pas grave, on va donner un score environnemental aux voitures et en fonction de ce score, on attribuera le bonus ou pas. Ce score environnemental, il tient compte de beaucoup de facteurs. Et c'est là que vous allez voir l'usine à gaz comment c'est un truc. Alors déjà, tiens, je commence par la fin. Normalement, on devrait, parce que quand j'aurai fini de vous expliquer comment va être calculé le bonus écologique, vous n'aurez rien compris. D'accord. De toute façon. Bon, vous êtes libre pendant 3 secondes. Non, mais le pire, c'est que les constructeurs qui vont déposer les dossiers n'auront rien compris. Non plus, à la façon de calculer ce bonus. Et ils peuvent demander des dérogations. Parce qu'il y aura une liste qui va être publiée. Alors, normalement. Ce qui va m'intéresser, c'est ce qui va m'arriver à moi, conducteur qui va acheter une voiture. Voilà. Alors, on conclut quand même. Déjà. Vous qui voulez acheter une voiture électrique, dépêchez-vous. Avant le 15 décembre, si vous voulez vraiment acheter une voiture électrique, en particulier, allez, je ne l'ai pas dit, une voiture chinoise, courez vite chez le concessionnaire. Vous la commandez avant le 15 décembre, vous bénéficierez du bonus tel qu'il existe aujourd'hui, à condition que la voiture soit livrée dans les 3 mois suivant la commande. Voilà, ça c'est une chose. Normalement, à partir du 15 décembre, le coup près tombe, il y a une liste des véhicules éligibles au bonus qui va être publiée. D'accord. A priori, une Dacia Spring qui est fabriquée en Chine sera plus éligible au bonus, une MG sera plus éligible au bonus. Donc vous imaginez bien que les constructeurs qui font ces voitures sont en train d'essayer de trouver des solutions. Donc il y aura des dérogations. Les dérogations, ça va prendre 6 mois pour les étudier. Ça va être... Quand je vous disais un bordel, franchement, ça va vraiment être un bordel. Alors aujourd'hui, on prend quoi en compte ? Non. Quand on dépasse le stade du bazar, c'est un bordel. Ok. Et ça sera ça. D'accord. Donc on tiendra compte de la production de l'acier en fonction donc de l'énergie qui a servi à fabriquer la voiture pour l'acier. On tiendra compte de la production de l'aluminium. Et là, le paradoxe, c'est qu'il faut plus d'énergie pour faire de l'aluminium que de l'acier. Et donc, les voitures qui sont construites en aluminium, exemple, les Tesla, seront plus pénalisées que les autres. Alors que on est dans le même temps en train d'essayer de nous dire, il faut absolument baisser le poids des voitures. Bon, baisser le poids des voitures sur une voiture électrique, l'aluminium, c'est une solution. Et là, on va mettre un bonus qui va pénaliser les voitures qui sont faites en aluminium. Vous voyez, quand je vous dis c'est un bordel, il n'y a pas d'autre mot. Donc on va tenir compte de ça, on va tenir compte, alors c'est l'empreinte carbone du pays de production qui va compter, je vais donner quelques exemples. Le facteur carbone d'émission pour la production de l'aluminium, en Amérique du Nord, c'est 8,5. En Europe, c'est 8,6. C'est à peu près pareil. En Chine, c'est 20. Pourquoi ? Parce que l'aluminium consomme beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité, et qu'en Chine, la production est majoritairement faite avec du charbon. Et c'est là que les constructeurs chinois vont demander des dérogations, parce qu'il y a beaucoup d'usines chinoises de production aujourd'hui qui commencent à mettre en place des productions locales d'énergie vertueuses, c'est-à-dire des éoliennes, des panneaux solaires. Donc une usine qui, ça se trouve, a un bilan carbone qui est meilleur qu'une usine européenne serait quand même pénalisée parce qu'elle est en Chine. Pour l'instant, on prend le pays. On ne prend pas l'unité de production une par une. Donc franchement, il y a vraiment un truc qui coince. C'est pour ça que je vous dis que c'est un bordel. Joyeux, vous avez le droit de le dire. Ouais, un joyeux bordel. Bon, on tiendra compte aussi de la technologie des batteries. Alors aujourd'hui, de toute façon, en l'état de la production, au moment où je vous parle, toutes les batteries viennent, alors pas forcément de Chine, mais d'Asie du Sud-Est. C'est ou coréen, ou chinois, ou japonais. Donc dans tous les cas, aujourd'hui, si on était vraiment logique, on n'attribuerait plus aucun bonus écologique aux véhicules électriques, puisque la batterie, tout le monde l'a compris, c'est aujourd'hui la source numéro 1 d'émissions de CO2 dans la production d'un véhicule électrique. Donc, si on était cohérent, on dirait stop, plus de bonus écologique. Mais c'est pas ce qu'on veut faire. Il y aura une production de batteries françaises qui va démarrer. Là, il y a des gigafactories qui sont en construction. On invitera d'ailleurs, on a déjà eu Vercor avec nous dans l'émission. On invitera les concurrents pour qu'ils viennent nous parler de leur technologie de batterie et savoir quand est-ce qu'on aura ces batteries sur les véhicules françaises. Donc, on tient compte aussi de la chimie de la batterie pour faire ce nouveau calcul. On tient compte, et c'est le point qui, là par contre, il ne pourra pas y avoir de dérogation, on tient compte du transport du véhicule. Donc un véhicule qui vient de Chine, évidemment, il va avoir mal. Le transport il va être plus long qu'un véhicule qui vient de Douai.
États-Unis aussi. Donc tout ça fait qu'on aura une belle formule. Alors, je voulais, pour rigoler, vous faire une petite vidéo avec les formules de calcul pour que les plus mathématiciens d'entre nous essayent d'y comprendre quelque chose. Comme ça, histoire d'avoir mal à la tête tout de suite le samedi matin. Non, mais c'est pas la peine. C'est terrible. Non, voilà. C'est pas la peine. Mais alors, du coup, le score total, il sera sur 80. Il faudra avoir 60 pour être éligible au bonus écologique. C'est pas encore calculé aujourd'hui. On connaît certaines voitures qui seront éligibles au bonus. Maintenant, je vous disais tout à l'heure, les voitures les moins chères, parce que c'est un autre paradoxe de ce nouveau bonus écologique, c'est qu'on veut développer la mobilité électrique et que finalement on n'attribuera plus de bonus écologique aux véhicules les moins chers, parce que les véhicules les moins chers, ils sont fabriqués en Chine. Exactement. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc, on va. Concrètement, ce que ça va. Je vais vous dire. Concrètement, alors, si vous voulez acheter une voiture électrique, maniez-vous avant la fin de l'année. Voilà. Bon, ça, c'est le premier. Et encore, vous nous avez dit, si jamais elle est livrée dans les 3 mois qui suivent. Exactement. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Donc, prenez, s'il y en a en stock, prenez celles qui sont en stock. Le truc, c'est que là, ça va mettre un coup d'arrêt, je pense, à partir de janvier, ça va mettre un coup d'arrêt à la production des véhicules électriques, au marché des voitures électriques. Hormis certains modèles qui sont produits en Europe et qui vont pouvoir continuer à bénéficier d'un bonus écologique, les voitures les moins chères, elles vont disparaître du marché. D'accord, mais les bonus... Augmenter de 5 000 € une Dacia Spring. Ah, alors c'est bon. Vous n'avez plus de clients. Non, c'est bon. Mais est-ce qu'il y aura aussi sur les hybrides, il y aura quand même du bonus ? Ah non, mais il n'y a plus. Le bonus n'existe plus sur les voitures hybrides. Ils veulent bloquer le marché de la voiture électrique. Ils veulent pas bloquer le marché, ils veulent que les bonus soient attribués à des véhicules fabriqués en Europe. Voilà. Oui, c'est du protectionnisme comme on fait les États-Unis. Exactement. D'accord, ok. C'est une forme de protectionnisme, mais ça ne pouvait pas être vendu comme ça. D'ailleurs, les Chinois ont réagi. Les Chinois disent attention. En plus, aujourd'hui, ce qui est pas malin, c'est qu'on est dépendant d'eux. Donc, si on dit vos voitures seront pénalisées, c'est quelque part des droits de douane supplémentaires. Parce que genre, tu veux pas vendre mes voitures ? Eh bien, je ne te livre pas de batterie. C'est exactement ça. C'est exactement ça qui risque de se passer. Allez, c'est vrai qu'il y a... Donc, vous comprenez pourquoi mon mot de bordel ? Et encore, on va mettre un S à la fin. On va mettre un S. Merci beaucoup, c'est un peu plus clair pour tout le monde, j'espère. Allez, dans quelques instants pour... On aura l'occasion d'en reparler parce que je pense que... Bon, déjà, au 15 décembre, on en reparle avec la liste des modèles éligibles. Ok, d'ici là, ça a encore le temps de changer en plus. On va vous accueillir. J'espère qu'on aura plus de chance avec Benoît qui nous appelle de Dijon pour poser une question au 0826 300 300. Et juste après-midi, on va parler pneus. À quoi faut-il être attentif quand on monte des pneus neufs ? On vous dira tout avec Stéphane Decampois qui est d'Euromaster. Non, Stéphanie. Bon, on va la changer alors. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et juste avant de vous accueillir au 0826 300 300 pour que vous puissiez poser votre question, j'ai une bonne nouvelle. Oui, car vous le savez que nous sommes partenaires du Classic Festival qui se joue à Nogaro, donc sur le fameux circuit Paul Armagnac. Et ce Classic Festival va avoir lieu le 7 et le 8 octobre prochain. Donc 7 et 8 octobre, ce sera pas ce week-end ni le week-end d'après, ce sera le week-end d'ensuite. Vous allez être invités. Alors on va faire très simple pour vous permettre de gagner des places. Le Classic Festival fête un anniversaire. Voilà, le 7 et 8 octobre, il fête un anniversaire qui se termine par un 0. Le Classic Festival fête-t-il ses 10 ans ou ses 100 ans ? 0826 300 300, vous venez nous rejoindre tout de suite. On vous attend au standard avec Morgane et on va dire que les 3 premières bonnes réponses, vous gagnez 2 entrées VIP pour aller vivre ce Classic Festival du 7 et 8 octobre prochain sur le circuit Paul Armagnac. On vous attend. Sud Radio, on parle auto. Et on va parler auto également avec une question et c'est Benoît normalement qui doit être avec nous. Bonjour Benoît. Ah bah non, il y a écrit question posée par Laurence.
Ah ben alors mince alors, décidément. Oui mais alors moi je viens de poser une question pour le jeu. Alors je suis un peu perturbée avec tout ce bon gâteau, avec mon ami Jean-Luc qui vient de s'étouffer avec le sucre glace. C'est pour ça que j'ai fait durer le jeu. Alors effectivement, Benoît de Dijon pose cette question. Fidèle auditeur en podcast depuis de longues années, je viens de remplacer mon Peugeot 5008 diesel de 2010 de 240 000 km, véhicule utilisé pendant 9 ans et sans souci majeur, par un Lexus NX300H de 2018 d'occasion. Je voulais un hybride fiable et compatible E85, donc hybridation Toyota, au vu de vos conseils confirmés par mes lectures. Madame de Benoît, souhaitant un SUV et moi attiré par Lexus, notre budget nous a conduit vers un NX300H de 2018, phase 2, avec 118 000 km, finition luxe. Je fais entre 20 000 et 25 000 km par an. Au quotidien, 10% de parcours urbain, 40% de voies rapides à 90 km/h et 50% route secondaire. Je me pose la question de la pertinence de mettre un boîtier E85 entre le coût, la perte de garantie d'1 an du garage qui m'a vendu la voiture, la garantie Lexus Relax, ou de rester d'origine et rouler en 50-50, SP95 E10, E85. Qu'en pensez-vous? Merci d'avance pour vos conseils et merci à Laurence de poser mes questions à l'antenne avec sa charmante voix. You are welcome. Voilà. Alors bon, déjà, c'est bien parce qu'il pose la question, Benoît, et répond en partie à la question. Ça, j'aime beaucoup. Alors. Déjà, il a répondu en partie à la question parce qu'il a 1 an de garantie du vendeur professionnel qui lui a vendu la voiture. Donc effectivement, s'il roule 85, il va perdre le bénéfice de la garantie. Et puis, il y a cette fameuse garantie relax Lexus. C'est quoi? C'est que quand on passe chez le concessionnaire, on peut avoir une garantie qui est renouvelée jusqu'à 10 ans. Donc, il perdra aussi le bénéfice de cette garantie s'il a une panne qui est liée à l'usage de l'éthanol. Maintenant, après... Il peut faire un mix, c'est ce que je fais moi. Pourquoi? Parce que sur le NX300H, on a un moteur à injection indirecte. Et c'est plus facile de leur faire boire de l'éthanol qu'au moteur à injection directe. Vous allez me dire pourquoi? Parce que, alors déjà, on a moins d'encrassement des injecteurs avec un moteur à injection indirecte plutôt qu'injection direct, donc même si son modèle a 118 000 km, les injecteurs vont être en meilleur état, parce qu'ils vont devoir, à partir du moment où il va mélanger de l'éthanol avec de l'essence, ils vont devoir injecter plus. Le calculateur, il y a moins d'énergie dans l'éthanol, donc le calculateur, il va devoir augmenter la quantité d'essence injectée en augmentant les temps d'ouverture des injecteurs. Si ces injecteurs sont encrassés, ce qui va se passer, c'est que il n'y aura pas assez de débit et donc il va être en mélange pauvre. Et un moteur qui fonctionne en mélange trop pauvre, en général, c'est source de panne. Donc là, c'est plus sûr d'équiper, de mettre de l'éthanol dans un moteur à injection indirecte plutôt qu'un moteur à injection directe. En plus, les moteurs Lexus sont prévus déjà pour fonctionner aux USA avec 20% d'éthanol qui est vendu à la pompe. Le carburant, c'est du E20 par rapport au E10 qu'on a chez nous. Et comme les Japonais prennent toujours une marge de sécurité assez conséquente, c'est des moteurs qui ont des calculateurs qui vont jusqu'à E40 sans trop de problèmes. Donc si vous mélangez 50% de E85, alors c'est E85 l'été, mais c'est E60, c'est E65 l'hiver. Si vous mélangez 50% de carburant avec 85% d'éthanol et 15% d'essence et de l'essence, vous serez donc, grosso modo, c'est jamais exactement les pourcentages que je vous ai donnés, mais vous serez entre 35 et 40%, donc ça posera aucun problème au calculateur d'origine de la voiture. Donc, vous n'aurez pas de défaut d'afficher, vous pourrez aller chez le concessionnaire, tout passera nickel, vous conserverez les garanties. Donc pour moi, la solution de tranquillité, c'est ça. Voilà, on a donc répondu. Ce qui vous permet quand même, si vous faites moitié-moitié, de bien baisser votre budget carburant. On a bien répondu donc pour Benoît de Dijon, et puis je pense que ça pourra servir évidemment à tous ceux qui écoutent. On parle auto sur Sud Radio. Oui, parce que ce que je viens de dire, ça marche aussi pour plein d'autres voitures. Vous n'hésitez pas, vous avez une question vous aussi, 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs dès maintenant. On vous prendra en direct à midi. Vous êtes très nombreux, continuez à appeler pour le jeu Nogaro, c'est dans le Gers, le circuit Paul Armagnac. Quel âge a le festival classique qui va se dérouler le 7 et 8? Est-ce 10 ans ou 100 ans? Bon, je peux vous dire que c'est encore un petit jeune. Enfin, je vous ai rien dit. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Les
Les auditeurs de Sud Radio soutiennent l'équipe de France. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Avec évidemment la deuxième heure de votre rendez-vous On parle auto. Rendez-vous également sur la page Facebook de Sud Radio. Vous nous suivez en direct. Et vous savez, merci parce que vous êtes très très nombreux. Ça réagit beaucoup ce matin avec tous les sujets importants que nous avons proposés. Et on va continuer d'ailleurs à ce sujet. Alors, on va parler pneus dans quelques instants. Faut-il être attentif quand on monte ses pneus ? À quoi faut-il être attentif ? À quoi faut-il être attentif quand on monte ses pneus ? D'accord. Mais c'est pas nous qui les montons. Bah non. Hein. Mais non, mais justement, quand quelqu'un d'autre les monte pour vous, il y a des choses qu'il faut vérifier. Est-ce qu'il a bien fait les choses ? Très bien. Nous allons aussi parler de la Renault Clio avec... avec des pubs, si je vous dis elle a tout d'une grande, si je vous dis pas assez cher mon fils. Voilà, on va parler des pubs de Clio d'autrefois, des pubs de Clio actuelles et des futures publicités, et on va peut-être avoir un scoop. Okay, on va torturer Arnaud Belloni, qui est le directeur du marketing de Renault pour qu'il nous lâche des infos exclusives. Et puis restez bien avec nous, parce qu'avant 13h, nous allons vous délivrer les villes les plus chères de France pour le stationnement. Et là, ça fait mal au porte-monnaie. Oui, alors il y en a qui disent, vous parlez beaucoup de Paris, il n'y a pas que Paris en France. Oui, d'accord, mais quand Paris est mal placé, on appuie là où ça fait mal. Et puis quand vous recevez un 75 € de SPF de stationnement parce que vous avez oublié de payer pendant 30 minutes, vous avez dépassé de 30 minutes, je peux vous dire que ça fait vraiment mal, c'est de l'escroquerie, du vol, tout ce qu'on veut. Je comprends d'ailleurs même pas pourquoi ça existe encore. Franchement. Cela dit, quand on prend les villes qui sont en tête pour les tarifs, si je vous dis Paris, Grenoble, Rennes, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, selon vous, qu'est-ce qu'il y a de commun à ces villes-là ? Rouen ? Paris, Grenoble, Rennes, Bordeaux, Strasbourg, Nantes. Les ZFE. Non, écologiste, mairie écologiste. Ouais, écologiste ou à gauche avec une forte présence des écolos. Oui. Enfin bon, on en parlera, moi ça me hérisse le poil. J'ai payé 75 € la semaine dernière de PV pour un stationnement. Donc on va faire une cagnotte sur Litchi pour Laurence pour qu'elle puisse payer son FPV. Oui, c'est honteux. C'est honteux, mais avec ces voitures là qui tournent. Mais c'est encore plus honteux quand vous êtes en 2 roues, que vous gênez personne et que vous prenez un forfait post-stationnement, parce qu'en plus c'est limité à 6 heures. Donc si vous travaillez 8 heures, vous l'avez dans l'os. Puis c'est honteux que ce soit des sociétés privées. Oui, c'est parce que donc il faut qu'elles fassent du chiffre d'affaires. Et c'est pas propre à Paris, on va le préciser, dans toutes les grandes villes de France, c'est comme ça maintenant. Ouais, partout pareil. Bon allez, on y va, c'est parti. Là on va parler pneus, on va se calmer un peu, on va se poser. Vous voulez pas qu'on parle du jeu ? Mais non, mais oui, vous avez raison, les gagnants. Le nom des gagnants, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, la tête ailleurs. Alors, donc il y a Jean-Luc Moreau de Paris. Il y a Marie-Paul. Alors, j'ai pas les régions d'habitation, mais c'est pas grave, ils se reconnaîtront. Marie-Paul a gagné 2 places pour le Classique Festival de Nogaro. Kevin a gagné 2 places pour le Classique Festival de Nogaro. Et Frédéric, la bonne réponse était le Classique Festival. Fête ses 10 ans cette année. J'ai une bonne nouvelle, l'ami Jean-Luc. Oui. C'est qu'il me reste encore 4 places à offrir avant 13h, donc restez à l'écoute. D'accord. Parce que je vais remettre en jeu des places pour le Classique. Il y aura 3 grands pilotes. C'est moi qui vais poser la question. Tiens, il y a 3 grands pilotes qui seront invités. Je pose pas tout de suite. Si, allez-y. 3 grands pilotes qui seront 3 grands pilotes français qui seront invités pendant ce festival. Alors il y en a un qui a fait de la Formule 1. Son nom de famille, c'est Lafitte. Alors est-ce que son prénom, c'est Jacques ou André ? Ok, j'aurais mieux fait de m'occuper des questions. Neuneland, bonjour. Est-ce que c'est Jacques ou Château ? Château Lafitte, c'est bon. Allez, vous appelez tout de suite. Il reste 2 gagnants à définir. 0826 300 300. Donc, quel est le prénom de Monsieur Lafitte ? Je sais ce que j'aurais dû poser comme question. J'aurais dû poser. Il y a 3 grands pilotes d'invités. Il y a Jacques Lafitte, il y a Henri Pescarolo. Ah bon, d'accord, ok, j'arrête. Non, mais c'est pas ça. Mais du coup, vous venez de donner la réponse. Lequel ? Non, mais. Allez-y. Allons au bout. Ah, je l'ai dit ? Allons au bout, Jean-Luc. Allons au bout, moi j'ai même pas peur. Donc, il y a 3 grands gagnants. En plus, c'était la même réponse. Lequel est justement né à côté de Nogaro ? Voilà. Donc il y a Monsieur Lafitte,
Pescarolo. Monsieur Pescarolo. Et Monsieur Et Monsieur Jean Ragnotti. Jean Ragnotti, voilà. Lequel de ces 3 mousquetaires qui seront présents d'ailleurs pendant le Classic Festival C'est ça la vraie question. Vous oubliez la première. C'était Jacques Lafitte, la réponse. Donc je vous promets que Jean-Luc Moreau ne sera pas animateur de jeu prochainement. 0826 300 300, on vous attend. Le Classic Festival de Nogaro, c'est un partenariat Sud Radio. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Que voulez-vous? On s'adore, on passe toujours de bons moments et on espère que vous passez aussi un bon moment, même dans ces instants un peu détendus de l'émission. On va parler pneus. À quoi faut-il être attentif quand on monte des pneus neufs? Stéphanie Decompoix, qui est directrice marketing et communication d'Euromaster, est avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je ne sais pas si vous nous écoutiez avant, on s'excuse d'avance. Bon. Mais non, mais c'est la bonne humeur, ça fait du bien aussi. C'est très bien. Il y a Stéphane, parce qu'on nous a offert, Stéphanie, un gâteau pour les 35 ans de la Vitara Suzuki. Il y a Stéphane sur la page Facebook, il demande si c'est un space cake, le gâteau. Vu comment... C'est vrai, moi je pensais que c'était du sucre glace, le nappage au-dessus, peut-être pas en fait. Oh, pardon, excusez-nous. Allez, parlons pneus. Bon, alors il y a des vraies questions à se poser quand on change ses pneumatiques. Tout d'abord, le premier, on est d'accord Stéphanie, quel type d'usage je vais avoir avec mon véhicule? Exactement. En fait, quand vous changez vos pneumatiques, d'abord c'est un moment important parce qu'on sait que le pneumatique c'est l'organe de sécurité numéro 1 de votre véhicule. Donc il faut prendre un petit peu de temps pour se poser les bonnes questions. Donc il y a à la fois les questions qu'on se pose sur le type de pneus que l'on va acheter. Et puis ensuite, il y a des questions sur le montage de ces pneumatiques. D'accord. Le type de pneu, aujourd'hui, on a le choix de 3 grandes familles de pneus. On a le pneu été. Bon, si je suis dans une zone, par exemple, où il gèle pas trop l'hiver, je peux rouler en pneu été toute l'année. Après, il y a le pneu 4 saisons qui est relativement récent, qui permet de circuler en sécurité toute l'année. Et puis, ceux qui sont vraiment dans les zones montagneuses, il est plutôt conseillé de changer ses pneus au moment où la saison hivernale arrive pour choisir des pneus hiver. Ça représente quoi d'ailleurs chaque catégorie à peu près chez Euromaster ? Aujourd'hui, alors le pneu 4 saisons, il est effectivement en très forte progression parce que c'est un pneu qui effectivement répond à tous les usages tout au long de l'année. Donc on est encore avec un modèle hiver qui perdure parce qu'il y a encore quand même beaucoup de zones montagneuses à couvrir. Donc le 4 saisons aujourd'hui, c'est de l'ordre de 40% des ventes. On va dire quand même. ça. Ah oui, ça a bien, entre ça a bien 30 progressé. et 40%. Bon, après, une fois qu'on a choisi les pneus qu'on allait monter, lors du montage, si on monte que 2 pneus, on en a déjà parlé, mais là je vais vous raconter une histoire qui va beaucoup vous faire rire. Alors, il faut les monter où ces 2 pneus neufs ? Alors les pneus neufs, ou en tout cas les pneus les moins usés, ils viennent à l'arrière de votre véhicule. Donc ça c'est une question en fait de sécurité et de maintien de la bonne trajectoire. Sans faire trop technique, en fait, vos pneus à l'avant, ils supportent à la fois le freinage et les changements de direction, alors que le pneu à l'arrière, il ne supporte finalement que le freinage. Donc vous, avec votre volant, vous maîtrisez le train avant. Donc c'est pour ça qu'on on recommande toujours de mettre les pneus neufs à l'arrière pour avoir une bonne adhérence en courbe et une bonne stabilité au freinage. Oui, et puis quand on a l'avant qui glisse, il suffit de lever le pied pour récupérer. Quand c'est l'arrière qui glisse, à moins d'être pilote de course et de savoir contre-braquer et réaccélérer, c'est pas très pratique. Donc c'est vraiment une question de sécurité. Ça. Alors, pour tout vous dire, je peux balancer, c'est un réseau concurrent, c'est chez AD. Une amie qui est allée faire changer ses pneus, elle a demandé qu'on lui mette les 2 pneus neufs à l'arrière, et le gars lui a répondu mais ça c'est un truc de vieux ça. Et alors dans la même histoire, j'ai changé mes pneus il y a à peu près 8 mois maintenant, et il me les a mis à l'arrière. Ouais. C'est chez Stéphanie. Ouais, chez Euromaster, tant mieux. C'est chez Euromaster. Mais en fait... Non, pardon, on me les a mis à l'avant. On vous les a mis à l'avant. Il a fallu que je retourne. Ah oui, sur les conseils de Dominique S. Oui. Ouais. Oui. Ah oui. Donc Stéphanie, il y a un peu de ménage à faire aussi dans votre réseau. On va s'en occuper. Mais effectivement, non, la recommandation, c'est bien de mettre les pneus neufs ou les pneus les moins usés à l'arrière pour d'abord parce que les pneus à l'arrière s'usent moins vite que les pneus à l'avant, et puis vous avez un maintien de votre trajectoire et de votre adhérence qui est maximisé. Bon, il faut aussi, alors ça c'est quelque chose pareil, pour gagner du temps, il arrive que
parfois se soit oublié, il est impératif, on est d'accord, quand on change ses pneus, de changer les valves. Absolument, surtout quand ce sont les valves simples en caoutchouc. Donc ça se change en même temps et ça vous évitera aussi des pertes de pression si la valve a été abîmée. Donc en tout cas c'est quelque chose que l'on fait systématiquement sur les valves caoutchouc, de les changer quand on change les pneumatiques. D'accord, puis l'équilibrage, ça se fait systématiquement chez vous, vous le faites ? Absolument, un pneu monté est équilibré. Donc pareil, on ne va pas rentrer dans trop de détails techniques, mais l'équilibrage, c'est c'est répartir en fait la masse de votre roue autour de son axe de rotation. Donc tout simplement, de manière plus profane, ça va éviter des vibrations dans le volant. Et puis pareil, ça vous permet d'avoir une bonne trajectoire et d'user vos pneus moins vite et de manière beaucoup plus régulière. D'accord, il faut aussi, la plupart, c'est même pas la plupart, tous les véhicules neufs et beaucoup de véhicules récents ont un système de contrôle automatique de la pression des pneus, ça se recalibre quand on change les pneus. Oui, ça se recalibre. Alors c'est généralement sur les véhicules récents, le recalibrage se fait automatiquement, ou sinon après vous intervenez sur votre tableau de bord pour reparamétrer votre système de contrôle de pression. Et quand ça vous paraît compliqué, passez en atelier et on s'en occupe. Et puis enfin, un dernier point, quand vous sortez du centre auto, du garagiste, avec des pneus neufs, eh bien, comme un moteur... On les rôde un peu. Ouais, il y a une période de rodage, et ça, les gens ne le savent pas en général. Alors c'est très vrai quand vous êtes un pilote de course, Jean-Luc Aprex, sur des véhicules. On est tous pilotes de course. Non, on n'est pas tous pilotes de course. C'est la sécurité routière, vous y pensez. Donc, mais effectivement, il peut y avoir quelques traces de paraffine en fait sur vos pneus qui viennent des moules. Et donc il y a quelques kilomètres où on est un peu prudent et où on roule un peu, sans agressivité. En même temps, si on peut rouler tout le temps sans agressivité, c'est bien pour soi et pour les autres. Ouais, c'est mieux. Pour le carburant aussi. J'aime bien l'explication pour le carburant. Que donne Dominique S. Il dit un pneu, c'est fait dans un moule comme un gâteau. Et donc, pour démouler un gâteau, on met quelque chose qui empêche de coller. Alors, c'est pas du beurre sur les pneus, mais effectivement, il y a une paraffine. Et donc, il faut éliminer cette paraffine pour avoir l'adhérence complète du pneumatique. Ouais. En fait, vous avez une thématique gâteau aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Et en plus, je l'ai sous le nez, là, le gâteau. Donc, ça m'est tout de suite venu à l'idée. On va demander à notre ami de nous remettre le gâteau, parce qu'il a pris un sacré coup, parce que toute l'équipe Sud Radio en profite. Mais on est assez gourmand, hein, donc chez Euromaster, vous faites des anniversaires, vous connaissez Stéphanie, vous êtes un peu loin, c'est dommage. Mais bon, on se verra la semaine prochaine à Equipoto. À Equipoto, avec plaisir. Eh bien, on ira vous rencontrer aussi, effectivement, à Equipoto, et ça, c'est vraiment chouette, puisque alors c'est le salon professionnel, donc le grand public n'a pas accès, mais juste à côté, il y a le salon de l'auto de Lyon. Voilà, la semaine prochaine. Donc, on sera en direct de Lyon la semaine prochaine. Et les vraies voix, jeudi soir, seront en direct du salon de l'auto. Exactement. Bon, merci beaucoup. Stéphanie de Compoix, directrice marketing et communication d'Euromaster. Merci à vous d'avoir été avec nous. On vous souhaite un très très bon week-end. Une pause. Dans quelques instants, nous allons avoir Sébastien pour. Et vous savez quoi, il va nous parler de Suzuki Vitara. Non, mais non. Si, c'est vrai en plus. Oh, c'est drôle. Bah oui. Alors, je peux vous dire, pour être très honnête avec vous, que quand on a préparé cette émission, on ne savait pas qu'on allait recevoir ce gâteau. Donc, c'est vraiment un hasard qui nous parle de la Vitara qui fête ses 35 ans et pour lequel Suzuki nous a offert un joli succès de chez le nôtre qui est très bon. Voilà, allez, à tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Vous souvenez-vous de cette phrase « Elle a tout d'une grande ». C'était les grandes publicités des années 80, 90 de Clio. Ouais. 90, ouais. On en parlera dans quelques instants avec Arnaud Belloni, puisqu'on va fêter 33 ans de souvenirs publicitaires de cette voiture. Mais juste avant, c'est Sébastien que l'on accueille au 0826 300 300 sur Sud Radio dans On parle auto. Salut Seb. Bonjour. Bonjour Sébastien. Comment ça va ? Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc, merci, ça va très bien et vous-même ? Très bien, je vous ai appelé Seb parce que c'est normalement Sébastien, on les surnomme tous Seb, c'est pareil chez vous ? C'est exactement ça. Et vous êtes où ? Je serais tenté de rajouter Seb, c'est bien. Oh. Exactement, et en abuser, ça craint. Allez, quand on se fait avoir à son propre jeu. Vous êtes dans quel coin Sébastien ? Je suis au-dessus des Vians, à Bernex. Très bien, on vous écoute.
Alors, c'est pas la ville préférée de Laurence, Évian. Je tiens à le dire tout de suite. Alors, non, le vin d'Évian ? Oui, parce que je tiens à remettre les choses en place. D'abord, c'est une eau que j'aime beaucoup boire et je bois plus d'eau que je ne déguste de vin, monsieur. Que les choses soient très bien, claires. c'est important. Et le vin, je le déguste. Bon, on va parler voiture alors finalement, voilà. Sébastien. En plus, vous avez un Vitara, c'est ça ? C'est ça, j'ai un grand Vitara que j'ai acheté en décembre 2022 parce que j'ai aménagé dans la région il n'y a pas longtemps. Et quand j'ai aménagé, il y avait 40 cm de neige, donc il me fallait un véhicule pour circuler. Donc j'ai aménagé, j'ai acheté donc ce véhicule et puis au bout déjà de 15 jours, j'ai eu des problèmes de FAP. Donc je l'ai amené 2 fois et puis 2 fois il m'a dit, c'était le garagiste m'a dit il est réparé, puis en fait pas du tout. Ah. Donc comme c'est un véhicule que je me sers pas, ou en tout cas que quand il neige, donc j'ai laissé un petit peu dans le coin. Et au mois de juin, donc en allant acheter le pain, il y a encore le voyant qui s'est allumé, donc j'ai décidé de l'amener au garage. Et donc au garage du village, et puis au garage du village, j'ai dit le moteur fait un bruit bizarre, donc j'ai le contrôler. J'avais une fuite de direction assistée que je me suis rendu compte, donc j'ai demandé de contrôler aussi. Plus, je me suis rendu compte que la première vitesse et la deuxième vitesse ne passaient pas. Donc j'ai demandé qu'il fasse un bilan de tout ça. Au final, donc j'ai l'embrayage qui est HS, le kit courroie d'accessoires qui est HS, les durites de direction assistée qui sont HS, plus le FAP qui est HS. Mais le problème, c'est que le véhicule, j'ai acheté donc il y a plus de 3 mois. Et ma question c'est, est-ce que vous avez une solution? Est-ce que je peux me retourner contre le garage? Vous avez quoi comme moteur? Le diesel dessus? C'est le 129 chevaux diesel, oui, de Renault. C'est le 1,9 litre DDIS Renault. C'est ça. Bon, c'était pas le meilleur choix en termes de fiabilité. Parce que les moteurs Suzuki sont d'habitude très fiables, mais Suzuki ne fait pas de diesel, donc ils ont monté des moteurs Fiat, puis des moteurs Renault, et ils ont eu quand même pas mal de soucis avec ça. Alors vous l'avez acheté à un professionnel, votre voiture? Oui, tout à fait. Bon, déjà, un professionnel, il est censé connaître l'état du véhicule qui vous vend. Oui. Sinon, c'est pas un professionnel. Donc, qui vous vende une voiture qui, juste après, tombe en panne. Alors, il y a, je vous ai dit, sur ce moteur qui est pas très fiable, il y a une liste de pannes complète, mais vous en avez déjà coché pas mal, mais il va vous en rester peut-être une ou deux que vous n'avez pas eu. Parce que le témoin de FAP qui s'allume, une simple reprogrammation peut marcher, c'est pas forcément le remplacement du FAP. Vous avez aussi une deuxième source de panne, c'est le capteur de température, le capteur différentiel de température des gaz d'échappement. Parce qu'en fait, je vous dis vous avez un capteur de pression différentielle sur le filtre à particules. C'est-à-dire qu'on mesure la pression en amont du filtre à particules et après le filtre à particules pour déterminer si le filtre à particules est bouché et s'il a besoin d'une régénération. Puisque si le débit après le filtre est moins élevé qu'avant, c'est qu'il est bouché. Et vous avez un défaut de ces capteurs. C'est pas forcément que le filtre est foutu. Donc ça, déjà, lui, professionnel, il aurait dû savoir, c'est des pannes classiques. La rupture de la poulie d'accessoires, ça, c'est un grand classique aussi sur ce moteur-là. Ok, d'accord. Et vous avez, il y en a un que vous n'avez pas, c'est, vous n'avez pas eu de perte de puissance encore avec? Non. Si, quand le FAP s'est allumé. Oui, d'accord, voilà. Bon, c'est le cache du corps papillon là qui déconne. Alors, bon, bref, tout ça, c'est des pannes classiques sur ce moteur-là. Maintenant, cache du corps papillon. Oui. On va pas rentrer dans le détail, Laurence, parce que autrement. C'est joli comme nom, corps papillon. Oui, il nous reste que 2 minutes. C'est à l'admission du moteur. Ok, merci. Donc, votre professionnel là, à 2 francs, parce que... Oui, non, mais c'est exactement ça. Parce que quand je l'ai appelé, je lui ai énuméré, donc j'ai dit, il y a les devis et tout, machin. Il a dit, mais c'est des pièces d'usure. Oui, bien sûr, c'est des pièces d'usure. Oui. La rupture de la courroie d'accessoires, c'est une pièce d'usure. Enfin, bon, bref, il vous vend une voiture qui tombe en panne juste après, il dit que c'est pas lui, que vous avez acheté une voiture d'occasion. Non. Il est responsable, il y a une garantie des vis cachées. Donc, de toute façon, vous devez avoir une garantie commerciale. Il vous a vendu la voiture avec une garantie de quoi, 6 mois 3 mois. 3 mois, comme par hasard. Mais au-delà de ça, il a la garantie des vis cachées. D'accord. C'est à lui de démontrer que les vis n'y étaient pas quand il vous a vendu la voiture. Il va avoir un petit peu de mal. Ben oui, parce qu'en plus de ça, j'ai roulé même pas 3000 km. Ah bah oui, alors, franchement. Donc, recommandé, accusé de réception. Vous lui faites la liste à l'après-vert là, que vous m'avez faite, en disant il y a tout ça qui va pas. Vu la nature des pannes, elles étaient présentes au moment de l'achat du véhicule. Je vous demande donc soit de me rembourser mon achat,
soit, si vous voulez garder la voiture, de payer une part des réparations. Ça ne sera pas la totalité, parce qu'un véhicule qui a combien, plus de 100 000 km. Oui, la 170. Soit de participer à la remise en état du véhicule. Il va vous dire non. Vous contactez votre assurance si vous avez une protection juridique. Faites un petit courrier avec un avocat de même nature. Il faut toujours rechercher, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller au tribunal d'entrée. Ouais. Il faut toujours rechercher une solution amiable. Donc essayez de trouver une solution amiable. Si vraiment il se fait tirer l'oreille, voilà, vous l'emmenez en justice. Hein. D'accord, ok, directement, ok. Alors c'est bien de le faire pour vous, mais c'est bien de le faire pour les autres clients qu'il a, parce qu'il est un peu indélicat, léger, et encore je suis poli. Oui. Hein. Et puis il est drôle, parce que quand je l'ai appelé pour lui dire, j'ai dit j'ai donné les devis au garage et tout. Il m'a dit non, mais il faut surtout pas faire confiance au garagiste. Ouais, bien sûr. On peut faire confiance aux voitures d'occasion, aux vendeurs de voitures d'occasion, mais pas aux garagistes. On embrasse. Il est vraiment très bien. Il est vraiment très bien. Bon, vous nous tenez au courant, Seb? Tout à fait. Bon, on vous aurait gardé un bout de gâteau, mais vous êtes un peu loin, c'est ballot. Et bonne boisson. Voilà. Bon Évian. On vous embrasse. Merci Sébastien. Bonne journée à vous. Merci, bon week-end à vous également. Dans quelques instants, juste après cette pause, nous allons parler de la Renault Clio. 33 ans de souvenirs publicitaires. On va vous en montrer une ou deux d'ailleurs choisies. Le gâteau, il y en a presque plus. Je sais pas qui c'est qui vient manger ce gâteau dans ce studio, mais on n'est pas tout seul. Oui, il y a plein de monde. Il y a plein de monde. D'ailleurs, je repose ma question là de tout à l'heure, parce que vous vous foutez de moi, parce que personne n'a compris ma question. Il y a 3 pilotes qui sont invités aux 10 ans. Là, il y a Jean Ragnotti, Jacques Lafitte, Henri Pescarolo. Il y en a un des 3 qui est né dans la région. C'est facile. Bah oui, mais d'ailleurs, on a eu la réponse. Ça y est, vous avez les réponses. Évidemment. Bon. Dans la seconde qui a suivi, François d'Agen. Et nous avons également Pierre de Essines, c'est un joli village, une petite ville à côté de Bordeaux, qui ont gagné, qui ont donné la bonne réponse. Monsieur Jacques Lafitte. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc, vous avez fait des progrès en question. Allez, à suivre, on parle de la Clio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et nous allons évidemment prendre le temps dans ce rendez-vous Classic Car de parler de séries de publicités, 33 ans d'histoire publicitaire pour une maison Renault et une voiture qu'on connaît tous, la Clio. Oui, si on vous dit pas assez cher mon fils, ou elle a tout d'une grande, tout de suite, pour les plus âgés d'entre nous, enfin pas forcément vieux d'ailleurs, ça évoque les publicités des années 90 pour la Clio. Et on a avec nous d'ailleurs un grand monsieur pour en parler, Arnaud Belloni, qui est le directeur du marketing monde de Renault. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Salut Arnaud. Bon, la Clio, pour situer un petit peu, c'est un véhicule qui compte pour Renault quand même. Carrément. Ça compte carrément, 16 millions de voitures vendues dans le monde. C'est une des plus grosses sagas Renault. On est très loin d'ailleurs des 4L et des 2 chevaux là. On est 16 millions, c'est énormissime. Mais alors, vous dites dans le monde, excusez-moi Arnaud, on connaît bien la France, mais quel est l'autre pays qui a adoré la Clio ? Tous, 16 millions, c'est partout. C'est en Amérique du Sud, c'est évidemment partout en Europe, en Italie, en Angleterre, en Espagne, partout. La voiture s'est vendue partout. Elle a 33 ans, comme quelqu'un de bien connu dans la Bible. Je me rappelle plus son nom en fait. Est-ce que l'avenue du pape a un rapport avec cet anniversaire? Non, elle a aucun rapport. Par contre, le truc qui est drôle, c'est que moi, je suis rentré chez Renault en 89. Donc en gros, c'est l'ensemble de ma carrière. En fait, cette voiture. Je l'ai connue tout bébé en rentrant dans l'entreprise et je la retrouve encore aujourd'hui. Donc c'est assez amusant. Et je pense qu'il se passe exactement ça avec le grand public, avec le public français. En 90, les gens allumaient leur télé, voyaient une pub Clio. En 2023, ils allument leur télé, ils voient une pub Clio. Donc, si vous voulez, la voiture, elle est carrément dans la culture populaire. Et la pub fait partie de la culture populaire. Elle rentre dans les écrans de télé, c'est-à-dire qu'elle vient chez vous au moment, malheureusement, du dîner ou du déj. Bon, il y a eu des pubs légendaires, on va en parler, mais au tout début, c'était pas très bien parti, les pubs sur la Clio. Mais là, t'as dû regarder mon... Oui, j'ai regardé, mais au-delà de ça, j'ai regardé les pubs. C'est très perso. Au départ, je partage. Ça part vraiment mal. Au départ, ça part vraiment mal. La pub du Transformer, moi j'étais dans l'entreprise, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est à l'époque de Goldorak et tout ça. Ils ont fait un Transformer. Mais très vite, ça devient très bon. Parce que ce que tu cites comme elle a tout d'une grande, c'est une saga qui dure presque. Alors, presque Arnaud,
Arnaud, on va. Alors, le problème, on est à la radio, mais les gens vont entendre. Alors, en plus, c'est en russe. Alors, si vous nous écoutez de Moscou, on en a plusieurs. Je vais expliquer à nos amis qui nous regardent sur la page Facebook. Je vais étendre mon écran. Et Laurence va vous lire les sous-titres. Non, c'est pas ça, mais je vais vous mettre la vidéo. On n'a pas réussi à la prendre en bonne version, mais voilà. Parce qu'on a un haut dignitaire russe qui est dans une grande limousine et se gare une Clio au feu rouge à côté de lui. Voilà. Techniquement, je tiens l'écran et je vous lance et vous allez entendre aussi à travers mon... Bon, c'est un peu radio... radio débrouille. Avec la musique qui va bien. Et donc, ce dignitaire qui est garé... on le voit. Arrive au feu rouge. Voilà, la Clio à côté. C'est qui celui-là? Un chouchou du président, voilà. Et alors, ce qui est très drôle... c'est que donc, en fait, le chauffeur explique que des Clio, il y en a beaucoup en Europe, que tout le monde roule avec, et il reprend le Elle a tout d'une grande. Et moi, j'aime bien le slogan final. Tout ce luxe pour tout le monde, et il dit c'est le paradis communiste. Alors je sais pas comment ça serait accueilli une pub comme ça aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, ouais. Non, mais là, c'est la toute première. Ouais. Alors, attendez, j'en ai une deuxième. Attendez Arnaud, comme ça on fait tout d'un seul coup. Et je voudrais bien, on se tait, on laisse vraiment, si tu veux bien. Oui, on les a toutes, mais en fait on expliquera après pourquoi elles ont été faites, comment elles ont été faites, où elles ont été faites. Et ça, la deuxième. Là, pour le coup, je pense qu'il y a encore plus de monde qui s'en souvient, parce que moi, là, le russe, je m'en suis souvenu en la revoyant, mais je l'avais oublié. Par contre, celle de Elle a tout d'une grande. Alors, là maintenant, tout le monde s'en rappelle. Je me tais. Oui, s'il vous plaît. C'est difficile, je sais bien, mais là, regardez. Hop, on y va, c'est parti. Donc, Laurence d'Arabie. Ouais, c'est tout faible en fait, on n'entend pas. Bon, on peut parler dessus. Bon, Jean-Luc, c'est moi qui ai dit une bêtise. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit son fils? Son fils veut. Pas assez cher, mon fils. Ouais. Voilà. En fait, il dit. Le son est vraiment pas bon là. Il dit à son fils qu'il va tout reprendre, les puits de pétrole et tout. En fait, c'est lui qui va être à la tête de l'Émirat, mais une condition, c'est qu'il faut qu'il laisse sa Clio. Et lui, il dit pourquoi? Pas assez cher, mon fils. Pas assez cher, mon fils. Pas assez cher, mon fils. Et celle-là, elle était énorme. En plus, elle a été tournée juste après la guerre. Et puis le Climb, c'est Clio, mais que reste-t-il aux grandes? Exactement. Bon, j'ai essayé de fermer. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de son. Pardon à Montbastien, parce qu'on n'entendait rien du tout, du coup. Oui, ça avait été tourné à quelques temps après la guerre du Golfe, et c'était un petit peu chaud, en fait, au moment où cette pub a été tournée. Et puis, ça a marqué les mémoires. Personne n'a fait le lien, en fait. Et vous, Arnaud, est-ce que c'est des références que vous avez encore aujourd'hui quand vous décidez de faire de la publicité pour un nouveau modèle? Surtout que bravo pour la Mégane E-Tech avec les chevaux et tout, là. Qu'est-ce qu'elle était belle, cette pub! C'est gentil, elle est toujours belle. Oh là là, mais franchement, mais vous avez une... Enfin bon, excusez-moi. Bon, écoutez, on est évidemment très respectueux de ce qui a été fait par le passé. On utilise énormément de clins d'œil dans nos publicités modernes, des clins d'œil à des choses qu'on a plutôt réussi dans le passé, mais on essaye quand même... Et quoi, par exemple, pour être très concret? Très concrètement, on a réinterprété plusieurs fois la musique de Johnny and Mary. De Robert Palmer, un peu sous toutes ses... exactement. On l'a remis plein sur des pubs récemment, on l'utilise même parfois en radio. Donc on essaye de rendre hommage comme ça. Dans la dernière pub Clio, l'amour reste, l'énergie change. Par exemple, on a mis dans le film l'ensemble des Clio sportives les plus emblématiques. Et il y en a quand même pas mal en 33 ans. Oui, c'est vrai. Donc voilà, mais on refait pas les pubs qu'on a déjà fait parce que d'abord parce qu'en fait les audiences d'aujourd'hui les connaissent pas. Quand vous dites Jean-Luc, c'est très juste ce que tu as dit. Je permets de te tutoyer. Quand moi j'ai préparé mon propre talk que j'ai enregistré, en fait j'ai redécouvert les pubs dont je me souvenais plus. Il y a une pub qui est vraiment bien en 2007. Qui est un peu ambiance Française des Jeux, qui est signe extérieur de richesse intérieure. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas mal. Mais moi, ce que j'ai revu qui m'a fait... J'aurais bien aimé la trouver, celle-là. Ouais, ce qui m'a fait rire aussi, c'est la pub Get Up 1. Le mec, il arrête pas de changer. Get Up 1, Get Up 1, Get Up 1. Alors ça, c'est intéressant. Laurence parlait du succès de la voiture. Quel marché? Donc ça, c'est né en Argentine, cette pub. Et après, ça a été repris par les équipes européennes qui l'ont mis en Italie et dans d'autres pays d'Europe.
Mais ça, vous voyez, c'est une pub qui est née en Argentine. Le directeur de création, d'ailleurs, qui a fait cette pub, est toujours chez Publicis avec nous. Et aujourd'hui, il est dans mes équipes. C'est lui qui fait les pubs d'aujourd'hui. Ouais. Alors expliquez pourquoi le Get Up 1, c'est que le gars, il travaille dans un bar qui est au bord d'une petite route, et tous les jours il y a une Clio qui passe devant, mais elle passe tellement vite, et le mec écoute la chanson de James. Voilà, le mec écoute la chanson de James Brown, Get Up, Get On Up, et il passe tellement vite que le gars qui est avec son balai entend juste Get Up 1. Et je voudrais vous poser une question à Arnaud, vous qui êtes directeur marketing directeur marketing au monde Renault, Arnaud Belloni. Quelle est la part de la publicité dans les ventes que vous faites? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un pourcentage? Est-ce qu'on sait à quel point la pub va impacter et est-ce qu'on sait à peu près le pourcentage des ventes à venir? Non, alors les budgets, c'est confidentiel, on en parle. Non, pas les budgets, le nombre de ventes que ça peut déclencher. Même s'ils ont baissé énormément en 30 ans, pour tout vous dire. Non, mais c'était pas ça la question. Par contre, la question c'est est-ce qu'on sait la part de marché que ça va déclencher? C'est très important, c'est hyper important. C'est-à-dire, je peux vous dire qu'une bonne voiture dont la pub est ratée, vous avez il y a des exemples qui sonnent. Le téléphone sonne. Dans une marque française avec un losange, il y a la pub à la poire. Voilà. Oh, la poire. Ouais, la poire. Les années 80. C'est vrai que le revival. on a du mal à imaginer qu'il y a le cheminement intellectuel qui amène à la poire. Mais en même temps, pour les défendre, on se demande comment une marque d'ordinateur a pu faire fortune avec un logo d'une pomme. C'est vrai. Donc si vous voulez, en fait, il n'y a pas de. Le problème de la pub, c'est comme l'équipe de France. Tout le monde a un avis et tout le monde est sélectionneur. Donc notre métier, il est super dur parce que si on écoute tout le monde, on fait probablement des choses très moches. Donc en fait, on se laisse beaucoup d'indépendance, beaucoup de liberté, beaucoup de créativité, et l'idée c'est de faire des films qui résonnent dans le cœur des gens. Et on utilise tout, la lumière, la musique. La musique est hyper importante. Là, dans le dernier film, la musique c'est Erasure, c'est magnifique. C'est très bien. Mais vous avez pris un risque pour la prochaine pub Clio, je le dis quand même, c'est que vous avez fait appel à un rappeur belge et vous lui avez donné carte blanche. C'est pas un peu risqué ça? Non, alors en fait, c'est pas exactement une pub, en fait, c'est un film. C'est encore pire, c'est beaucoup plus long. Et en fait, on lui a donné carte blanche, il a écrit un texte, il a écrit une chanson, en fait. Il s'appelle Silla, c'est un mec vraiment bien, ce qu'il fait est vraiment bien. Et on lui a donné la caméra et on lui a dit, écoute, puisqu'on t'a fait faire la musique, autant que tu filmes carrément le clip. Donc il a filmé le clip. Et effectivement, il y a carte blanche, on a modifié, je crois, 2 trucs seulement, mais très peu. Et Monsieur Belloni, ça sera quand? Ça sera pas en télé, ça sera en décembre. En décembre, ça sera sur les réseaux sociaux et sur le digital. Mais, c'est ciblé réseaux sociaux, d'accord, c'est réseaux sociaux et digital. Donc c'est ciblé jeunes adultes, jeunes publics, jeunes adultes. Mais ça sera pas une pub, parce qu'en fait, en pub, vous le savez, on a des formats très stricts de 30 secondes. On a aussi des interdictions dans tous les sens. On peut pas faire ce qu'on veut. Par exemple, Get Up, on pourrait plus le faire aujourd'hui, parce que la voiture roule vite. Donc, si vous voulez, c'est très compliqué notre métier, parce qu'il est très. Mais il est passionnant, Arnaud Belloni. On va devoir vous laisser passer un bon week-end. Merci Arnaud. Et vous laissez finir votre émission. Merci beaucoup. Parce que vous aussi, vous êtes passionnant, mais je pense qu'on pourrait faire 3 heures avec vous. C'est un peu problème, c'est pour ça qu'on m'appelle. C'est pas un problème, Arnaud. Par contre, le problème, c'est si vous ne venez pas avec nous un jour en studio pour faire l'émission avec nous. Voilà. Oui, il est déjà venu. Oui, mais 2 heures. Allez, boum. 2 heures, je viens, moi. 2 heures. À bientôt, Arnaud. Merci. Et merci de nous avoir réveillé les souvenirs de ces pubs Clio. Renault Clio, Arnaud Belloni, directeur marketing monde Renault. Allez, à suivre, on va parler de ces villes les plus chères de France pour le stationnement. Attention, vol à venir. Les auditeurs de Sud Radio soutiennent l'équipe de France. Allez les Bleus, on y croit. Vous êtes des gagnants. Tous derrière les Bleus, avec Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et j'aimerais, vous qui êtes sur Facebook, la page Sud Radio de Facebook, ou même si vous voulez nous appeler au 0826 300 300, que vous réagissiez sur le sujet que l'on vous propose. Quelles sont les 10 villes les plus chères de France pour le stationnement? Racontez-nous combien vous payez pour votre stationnement selon l'endroit où vous habitez. C'est un vrai sujet. On accueille Aurélien Beaumont, qui est directeur marketing de Zen Park. Bonjour Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour Jean-Luc. Bon, qu'est-ce que c'est que Zen Park déjà pour commencer?
Alors Zenpark, c'est une application qui permet aux automobilistes et aux motards de se garer dans ce qu'on appelle les parkings partagés. C'est-à-dire que nous, on va aller chercher les places libres dans les parkings privés qui sont pas accessibles au public, par exemple les parkings d'immeubles de bureaux, d'hôtels, de résidences. On fixe un petit boîtier connecté au niveau du portail et avec votre app, vous pouvez réserver votre place, la payer et ouvrir les portes avec votre smartphone à un tarif généralement moins cher que ce qu'on voit effectivement dans la rue, qui est, je crois, le sujet du jour. Et généralement moins cher, c'est pas difficile, hein, vu les tarifs pratiqués à certains endroits. Ouais. Donc vous faites chaque année, pour un peu inciter les gens à utiliser votre application, un petit hit parade des villes les plus chères de France. Alors déjà, il y a combien de temps que vous le faites, ça ? Alors, écoutez, on le pratique depuis, vous savez, il y a à peu près 5 ans, il y a 5 ans, en 2018, vous avez eu la réforme du stationnement, on a fait la dépénalisation du stationnement, qui a laissé la liberté aux municipalités de fixer les tarifs du stationnement et aussi de faire appel à des boîtes privées pour contrôler le stationnement et la mise en place de ce qu'on a appelé le FPS, le forfait passe de stationnement. Vous savez très bien, mais avant 2018, il n'y avait qu'une amende unique qui était 17 euros. Et c'était les agents municipaux qui relevaient en tout cas les mauvais stationnements. Et aujourd'hui, on applique donc le tarif maximum qui est pratiqué en voirie, donc qui s'appelle le fameux FPS, le forfait passe de stationnement. Donc nous on médite ce baromètre effectivement depuis, parce qu'on a vu notamment à Paris, mais c'est pas que Paris qui est concerné, une augmentation dans pas mal de villes, et ça devient vraiment très très cher. Je crois que Laurence en parlait tout à l'heure, qui a goûté aux 75 €. Du forfait post-stationnement. Alors le stationnement en voirie, alors le hit parade, on a déjà dévoilé quel était le numéro 1. C'est Paris, puisque du 1er au 11e arrondissement, 1 heure ça coûte 6 €, vous avez bien entendu, 6 €. Dans la zone 2, c'est 12e au 20e, c'est 4 €. Il y a même des villes, alors je vous donne pas les parce que il y a cette particularité, c'est que 1 heure, ça coûte 6 €. Mais si vous restez 5 heures, c'est pas 6 x 6, 36, c'est 57 €. Donc en fait, plus vous restez longtemps, plus l'heure est chère. Voilà. Exactement. C'est quand même une particularité assez intéressante. Bon, les autres villes où on vous tape, alors vous allez me dire c'est presque donné par rapport à Paris, mais c'est quoi les villes qui sont dans le top 10 ? Dans le top 10, vous avez en fait ça dépend si vous regardez effectivement les. Si on prend le tarif moyen en deux. Le tarif moyen, vous avez Grenoble effectivement qui est à 2,50 € pour 1 heure. Qui a un SPS qui va jusqu'à 35 €. Donc si vous payez mal ou si vous payez pas votre stationnement, ça peut vous coûter tout de suite très cher. C'est le paradoxe des villes écolos, c'est qu'on ne veut pas que les voitures circulent, mais on ne veut pas non plus qu'elles s'arrêtent. Alors après, c'est joli ça. La plupart des villes, effectivement, de toute façon, c'était l'esprit normalement de cette loi, d'ailleurs, quand vous regardez. La loi, c'était de laisser les villes libres pour pouvoir pratiquer des politiques favorisant les transports en commun ou de promotion de l'environnement. Mais c'est vrai que, avec en plus un contexte économique où vous avez une forte inflation, le budget stationnement devient pratiquement insupportable. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, si vous restez 5 heures dans Paris, 57 €. Mais attendez, qui peut payer 57 € pour 5 heures de stationnement ? Il vaut mieux aller dans les parkings souterrains, ça coûte moins cher. Ça serait intéressant de savoir, en fait, c'est plus cher que la location d'un appartement dans Paris, parce que pour 57 € pour 5 heures, je suis sûr qu'un loyer sur un mois, ça vous coûte proportionnellement moins cher. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut laisser faire des choses comme ça, quoi ? Ils ont le droit, puisque la réglementation les autorise à fixer eux-mêmes les tarifs de stationnement et les tarifs des forfaits post-stationnement. Bon, on en était au deuxième. Grenoble, après, on a quoi ? On a Rennes également, qui est d'ailleurs augmenté et étendu, je crois, sa zone payante en fait en voirie cette année. Puis vous avez également Bordeaux et Strasbourg qui arrivent en tête en tout cas de notre classement les plus chers. Après il y a Nantes, Lille, Lyon, Montpellier, Marseille. Alors il y a un truc, moi, je pourrais en tirer une règle. Plus on est dans le nord, plus c'est cher, et quand on descend, c'est moins cher. Ça tire à quoi, ça ? À part Lille qui est en 7e position, sinon, c'est presque géographique, quoi.
Alors effectivement, il y a beaucoup plus d'inflation au nord. Lille a notamment augmenté le tarif de son espèce. Ça faisait partie des rares villes qui n'avaient pas augmenté en fait en 2018 justement. Ces fameuses 17 €, ils étaient restés à 17 et là ils ont augmenté pour passer à 25, même à plus de 25 € selon les zones. Alors c'est pas forcément dû au nord ou au sud. Vous avez des actions, surtout les municipalités qui décident d'enclencher des politiques qui visent à réduire surtout les voitures ventouses. Vous savez, les voitures qui restent en voirie. Vous avez même parfois des habitants qui réclament l'augmentation du tarif. Oui. C'est l'exemple, par exemple, à Rennes. Je crois que dans le quartier de la Gare Sud, comme vous avez beaucoup de gens qui se garent pour prendre leur train, les habitants ont besoin aussi d'avoir des places. Du coup, ils ont demandé à ce que le tarif soit payant. Donc ça peut se comprendre. Après, ça s'organise. Effectivement, les différentes mobilités, il faut que ce soit fait en concertation pour que ça se passe bien, parce que vous avez quand même 8 personnes sur 10 en France qui se déplacent avec leur voiture pour aller au travail. Ouais, c'est clair. Bon, donc Zen Park, l'application, 1300 parkings dans 250 villes de France, c'est en moyenne 50% moins cher. Donc on vous incite à utiliser l'application. Super, merci beaucoup Aurélien. Merci beaucoup. Aurélien, bonne journée, au revoir. De Zen Park, et entendez et écrivez ZENPARK. Allez, tout de suite, on va accueillir Sandrine. Sud Radio, on parle auto. Avec vous Sandrine pour conclure cette émission. Bonjour. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Sandrine. On me dit que vous êtes dans l'Aude. Vous êtes où dans l'Aude? Castelnaudary. Ah, j'aime bien Castelnaudary. Et pas qu'à cause des haricots. Pas que, j'aime bien. Mais... Allez, on vous écoute, on parle voiture, pardon, on parle pas gastronomie. Pas Castelnaudary. Alors, voilà, j'ai actuellement une Ford Ka de modèle 2008, essence, et je souhaiterais la changer. Donc, je voudrais une petite citadine, même gabarit. D'accord. 35 portes. Alors, même gabarit Ford Ka, ça va être difficile parce qu'elle est vraiment rikiki, la Ford Ka. Et même les petites voitures aujourd'hui ont un peu grandi par rapport à la Ka. Donc vraiment, à part la Fiat 500 qui est encore à peu près, et encore la grandie, qui est encore à peu près praticable en dimension. Mais vous faites quoi surtout? Parce que la vraie question, c'est quel type de trajet vous effectuez? Alors, je fais plutôt de la ville, mais ça m'arrive de faire au moins une fois par mois, on va dire les 300 km autoroute. Bon, écoutez, alors si c'était pour moi, votre budget c'est quoi, 10 000? 10 000, ouais. Oui, si c'était pour moi, un budget de 10 000 €, faire principalement de la ville, une petite voiture, 3,75 m de long, elle est un petit peu plus encombrante que la vôtre. Toyota Yaris 3 hybride, voilà, l'habitabilité très bien, le coffre très bien. Faire attention de prendre avec les roues de 15 pouces, c'est pas les roues de 16 parce qu'elles braquent beaucoup mieux que les roues de 15, cette génération-là. Consommation, en ville, ça sera 4,5 litres. Fiabilité sans problème. Le seul petit point le seul petit défaut qu'a cette voiture, c'est qu'elle a un confort un peu ferme, mais c'est pas complètement inconfortable. Pour moi, c'est le meilleur choix pour l'usage que vous avez à 10 000 €, c'est ça. Et c'est quoi? Ce serait quelle année? Ce sera à peu près combien de kilomètres à 2000? C'est depuis 2011. Vous allez en trouver une à 100 000 km, mais il ne faut pas avoir peur de 100 000 km avec cette voiture-là. D'accord. Elle vient de finir ce rodage. Ok. Donc vous pouvez y aller. Sinon, un deuxième choix, si vous aviez fait plus de routes, une Suzuki Swift 3. Je pensais à la Swift. La Swift 3 qui est de 2010 à 2017, qui a un moteur un peu plus vif. Qui est aussi, qui est jolie, qui est agréable à conduire. Bon, le problème, c'est là, par contre, c'est qu'elle a vraiment un tout petit coffre. Donc, si vous avez des choses à transporter, ça peut être un souci. Mais la Yaris est un très bon choix et maintenant, on en trouve beaucoup dans les annonces. Donc, vous n'aurez aucun mal à en trouver une par chez vous. D'accord. Et ça sera économique à l'usage. Et en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez rouler avec un gros pourcentage d'éthanol dans le réservoir. Voilà. Sans faire quoi que ce soit. Je vous l'ai pas dit. Mais 50-50. Ouais. Et l'appel à un ami, non? 50-50. L'appel à un ami. Non, 50-50, on en restera là. Pas besoin de l'appel à un ami. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous, c'est Jean-Luc. Oulala, je l'ai vraiment perdu là. Bon, super. Sandrine, je crois que vous avez votre réponse. On vous laisse. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez chercher tranquillement. Oui, il y en a plein. Et d'ailleurs, même chez les concessionnaires, les petites occasions. Concessionnaires. Bon, l'avantage, si vous en trouvez une chez un concessionnaire qui a moins de 10 ans, c'est que vous aurez la fameuse garantie. Si elle est passée tous les ans chez le concessionnaire, il prolonge la garantie sur 10 ans. Ça vaut le coup. D'accord. Voilà. Sandrine, très belle journée à Castelnaudary. Vous avez quel temps?
Nuageux. Ah, et quelle température? Alors, j'ai pas regardé. Oh, ok, vous n'êtes pas sorti encore. Si, mais... ah non, parce que nous, ce matin, il faisait frais. Hein, parce que, 22 Ah ouais, 22, vous avez de la chance. Hein, parce que nous, il faisait 14. Moi, il faisait 12 chez moi ce matin. Oui. Ah, ça pique. On est dans le sud, ça va. Moi, je suis venu en décapotable, je peux vous dire que ça soufflait. Hein. Ouais, moi, je suis venue couverte, c'est avec du chauffage un peu dans la voiture ce matin. Oui, il faisait frais. On vous embrasse très, très fort. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Un bon week-end. Bonne journée, au revoir. Au revoir. La mise en nuque, c'est fini pour nous. Ouais, la semaine prochaine, on sera à Lyon, comme on a dit en début d'émission. Oui, mais pour Équipe Auto. On sera pour Équipe Auto. On vous parlera des trophées, puisqu'il y a les trophées de l'innovation Équipe Auto. Donc que j'ai le plaisir de présenter. On recevra les lauréats. Je vais pas vous dire qui c'est. Ben non, parce que vous le savez pas encore. Je sais pas. Enfin, il y a le jury vient de voter, les votes se sont arrêtés hier et on va avoir, moi, en tout cas, j'aurai les noms une journée avant puisque j'ai la chance de présenter la remise des prix. Quel suspense. Donc moi, je serai la veille. Alors, et puis on sera aussi un petit peu au Salon de Lyon qui est juste à côté, où pratiquement tous les constructeurs sont présents. C'est ça qui est incroyable. Alors que, souvenez-vous, il y avait un salon à Paris l'année dernière, il manquait beaucoup de monde. Exactement. Et puis les vraies voix de l'auto jeudi soir sont en direct du Salon de l'Auto de Lyon. Dernière image du gâteau à qui on a mis une belle claque. Merci à toute l'équipe de Suzuki pour les 35 ans de la Vitara. On n'a rien demandé, mais en tout cas tout le monde a apprécié. La suite des programmes de Sud Radio, à partir de maintenant, dans quelques instants, vous allez avoir un zoom sur les foires au vin et le vignoble bordelais dans Invino avec toute l'équipe d'Alain Marty. Les coups de cœur des libraires de Valérie Expert, ce sera un peu plus tard. Et Destin de femme de Judith Belair avec Caroline Delage à 14h. Et puis, bien évidemment, il y aura le Sud Radio Rugby avec plein de gens, dont Philippe Spanghero, Philippe David, où il y a plein de délocalisations là cet après-midi. Ça va être un vrai bonheur de passer ce week-end sportif également à votre compagnie. Vive les Bleus et courage à Antoine Dupont. Voilà, qui s'est fait casser la mâchoire et qui a été opéré cette nuit. On vous embrasse pas. La semaine prochaine. Allez, et sur Équipe Auto. Yo, merci à Bastien d'avoir réalisé cette émission et à Jordan d'avoir joué et les jolis standardistes. Merci beaucoup. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Retrouvez toute l'équipe de Sud Radio Rugby le samedi 23 septembre en direct du Naïou Outlet Village en Haute-Garonne à 30 minutes de Toulouse. Le village des marques offre moins 30% toute l'année sur 110 grandes marques comme le Coq Sportif, équipementier officiel de l'équipe de France de rugby. Rendez-vous samedi 23 septembre de 16h à 19h avec toute l'équipe de Sud Radio Rugby en direct de Naïou Outlet Village. Avec Naïou Outlet